Bonjour, je m'appelle Vincent Audard, je suis néphrologue à l'hôpital Henri Mondor, dans un service dédié à la prise en charge des maladies rénales sous ses différents aspects, la maladie rénale chronique, mais aussi la maladie rénale aiguë, et qui comporte aussi un service dédié à la transplantation rénale. Le service de néphrologie de l'hôpital Henri Mondor a la particularité de travailler en étroite collaboration avec le réseau Amylose Mondor, créé depuis quelques années par le professeur Thibaut Damy. L'amylose rénale constitue une cause non rare, mais relativement peu fréquente d'atteinte rénale. En effet, les néphrologues sont confrontés chez certains patients à une prise en charge spécifique qui peut être associée à différents types d'amylose. En effet, je ne reviendrai pas sur la définition de l'amylose, qui sont un groupe de maladies très hétérogènes, acquises ou héréditaires, et qui sont caractérisées par la production soit en quantité anormale d'une protéine ou liée à une mutation qui va, du fait de ses propriétés physico-chimiques, adopter une mauvaise conformation et prendre un format sous la feuille de feuillet bêta-plissé sous forme de fibrilles qui vont se développer dans différents organes ou être localisés à un organe. Ces dépôts sont typiquement extracellulaires et peuvent être mis en évidence par une coloration spécifique au rouge Congo, puisque les dépôts vont être colorés de façon rouge grâce à cette coloration avec une biréfringence jaune-verte en lumière polarisée. Donc les reins sont un organe privilégié qui peut être atteint au cours des amyloses, quel que soit le type des amyloses. Globalement et schématiquement, le néphrologue est confronté essentiellement à trois types d'amylose rénale dans sa pratique quotidienne. Tout d'abord, l'amylose immunoglobulinémique, l'amylose AL, qui est liée à une production anormale par un clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire d'une chaîne légère et ou d'une chaîne lourde d'immunoglobulines. Il peut s'agir, dans un certain nombre de cas, d'une amylose dite AA, qui est liée cette fois-ci à l'accumulation d'une protéine de l'inflammation produite par le foie et synthétisée en excès, qui s'appelle la protéine AA. Et plus rarement, les néphrologues peuvent être confrontés à des amyloses dites héréditaires, liées à des mutations d'un certain nombre de gènes qui vont coder pour des protéines, et ces mutations vont être à l'origine d'une mauvaise conformation, d'un mauvais repliement de la protéine, qui va, du fait de ses nouvelles propriétés, se déposer sous la forme de fibrilles en feuillet bêta-plissé, caractéristiques de l'amylose. Donc, comme je vous l'ai dit, l'atteinte rénale est relativement fréquente au cours de l'évolution de ces amyloses. Elle peut être isolée, mais le plus souvent, elle s'intègre dans un tableau systémique puisqu'il existe fréquemment d'autres atteintes d'organes. La démarche diagnostique est la suivante. Chez un patient qui nous est adressé en néphrologie pour une prise en charge d'une insuffisance rénale et ou d'une protéinurie, car les reins en temps normal sont un filtre qui s'oppose au passage des protéines dans la chambre urinaire, et une des caractéristiques de l'amylose dans sa forme rénale, lorsqu'elle atteint les reins, est de pouvoir entraîner des lésions sur certaines structures du parenchyme rénal, et notamment les glomérules rénaux, qui vont entraîner une perméabilité anormale, accrue des protéines, qui vont donc être retrouvées dans les urines. Donc la démarche diagnostique est d'abord, lorsque vous suspectez une amylose, d'authentifier les dépôts. En effet, le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des dépôts grâce à la coloration au rouge Congo. La coloration au rouge Congo vous permet de confirmer le diagnostic d'amylose, mais ne permet pas de préciser le type de l'amylose. Et ensuite, des techniques dites d'immunohistochimie ou d'immunofluorescence à l'aide d'anticorps dirigés contre les chaînes légères et ou chaînes lourdes d'immunoglobulines lorsque vous suspectez une amylose AL, mais aussi contre la protéine AA lorsque vous suspectez une amylose AA, et envers certaines protéines mutées telles que la transthyrétine dans d'autres formes d'amylose héréditaire, vont permettre d'affiner le diagnostic et de préciser le type d'amylose. Un patient qui est adressé en néphrologie va, dans le cadre de la démarche diagnostique, tout d'abord bénéficier d'une biopsie non invasive. On privilégie des sites que ne sont pas en premier lieu les reins, et notamment la biopsie des glandes salivaires accessoires et ou la biopsie de la graisse abdominale, qui permet, dans un certain nombre de cas, de faire le diagnostic de l'amylose. La négativité de ce prélèvement n'élimine pas le diagnostic d'amylose, et lorsqu'un patient est adressé pour la prise en charge d'une insuffisance rénale associée à une protéinurie et que la BGSA ou que la biopsie de la graisse abdominale est négative, une biopsie rénale est nécessaire pour confirmer le diagnostic de l'amylose. Dans sa forme typique, lorsque vous faites une biopsie rénale, différents compartiments du parenchyme rénal peuvent être atteints au cours de l'amylose. Tout d'abord, les glomérules. En effet, l'atteinte prédominante touche
une structure qu'on appelle le glomérule rénal, où s'effectue justement la filtration des protéines qui va aboutir à la constitution ultérieure de l'urine définitive. Et à ce niveau, une structure particulière qui s'appelle le mésangium est préférentiellement atteinte par ces dépôts. Ces dépôts peuvent aussi atteindre d'autres structures du parenchyme rénal, notamment les vaisseaux, et il n'est pas rare d'observer une coloration rouge Congo spécifique en périvasculaire ou à l'intérieur de la paroi des vaisseaux, et parfois le compartiment tubulo-interstitiel peut être atteint. Compte tenu de ces différentes lésions topographiques, le mode de présentation peut être légèrement différent. Lorsque l'atteinte glomérulaire est prédominante, le plus souvent, les patients se présentent sous la forme d'une protéinurie très importante que l'on appelle un syndrome néphrotique, qui est défini par une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour. Cette fuite de protéines dans les urines est associée à une baisse de l'albumine dans le sang, ce qu'on appelle une hypoalbuminémie, et ce qui définit donc le syndrome néphrotique. Lorsque l'atteinte tubulo-interstitielle est prédominante, la protéinurie peut être de moindre importance, parfois inférieure à 3 grammes par jour. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, la microscopie optique et l'immunofluorescence lors de la biopsie rénale sont cruciales pour permettre de poser définitivement le diagnostic de l'amylose. Une fois le diagnostic posé et que l'amylose a pu être typée, deux aspects du traitement vont voir le jour. Tout d'abord, un traitement symptomatique qui vise à essayer de corriger les symptômes en rapport avec la fuite des protéines dans les urines, essayer de ralentir la progression rénale. Et bien entendu, le deuxième aspect est le traitement étiologique de la maladie. Donc, tout dépend effectivement le type d'amylose auquel on a affaire. Dans le cadre d'une amylose immunoglobulinémique, en fonction du clone et de la nature de l'immunoglobuline et du clone lymphoplasmocytaire ou plasmocytaire qui synthétise cette chaîne légère et ou lourde en excès, un traitement par chimiothérapie spécifique va être mis en place. Au cours de l'amylose AL, l'atteinte rénale est relativement fréquente. Dans 50% des cas, à la présentation, les patients ont un syndrome néphrotique associé à une insuffisance rénale, mais l'atteinte rénale ne conditionne pas le pronostic vital puisque ce dernier est essentiellement conditionné par l'atteinte cardiaque qui fait toute la gravité de la pathologie au cours de l'amylose AL. Il est important de noter que ces dernières années, compte tenu de l'avènement de nouvelles molécules, de nouvelles chimiothérapies dans le cadre de l'amylose AL, le pronostic des patients s'est nettement amélioré. Tout d'abord parce qu'on dépiste plus précocement ces patients et surtout parce qu'on dispose dorénavant de traitements plus puissants qui permettent de réduire la production excessive de chaînes légères par le clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire. En effet, dans la grande majorité des cas, il existe un clone sans que la masse tumorale soit très importante. C'est ce que nous appelons, néphrologues, des gammapathies de signification rénale. Parfois, l'amylose AL peut être secondaire à une authentique hémopathie, un myélome avec un clone plasmocytaire que vous pourrez mettre en évidence grâce à une ponction de moelle osseuse. Et dans de plus rares cas, il peut s'agir d'une immunoglobuline autre qu'une IgG, une IgM, et s'intégrer dans une lymphoprolifération de type lymphoplasmocytaire, telle que la maladie de Waldenström. Quoi qu'il en soit, le point important sur les dernières années et à mon avis avec l'avènement encore une fois de nouvelles molécules qui sont en train de voir le jour, probablement le pronostic de ces patients va encore s'améliorer dans les années qui viennent. La problématique de l'amylose AA auquel le néphrologue est aussi confronté est légèrement différente. Tout d'abord, au cours de l'amylose AA, l'atteinte rénale est très fréquente. Elle atteint le plus souvent le glomérule rénal dans 80% des cas. Il existe des cas où les lésions vasculaires sont dominantes, mais l'atteinte rénale conditionne le pronostic de ces patients. L'amylose AA peut être secondaire à différents mécanismes. Il s'agit le plus souvent, comme je vous l'ai dit, d'un mécanisme inflammatoire, puisque la protéine produite en excès, à savoir la protéine AA, résulte effectivement d'un processus inflammatoire ou infectieux sous-jacent. Les principales étiologies sont donc les maladies inflammatoires chroniques, notamment rhumatismales, telles que la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi des maladies inflammatoires digestives, telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Dans un certain nombre de cas, mais de manière un peu plus anecdotique et plus rare, il peut s'agir d'un processus infectieux chronique, notamment chez les patients présentant des surinfections bronchiques dans un contexte de dilatation des bronches. Il peut s'agir aussi de maladies inflammatoires héréditaires et notamment une maladie assez fréquemment associée à la survenue d'une amylose AA et la fièvre méditerranéenne familiale ou maladie périodique qui a la particularité d'avoir un traitement spécifique et qu'il est donc important de diagnostiquer puisque en cas d'amylose AA ou en cas
de diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale, l'administration de colchicine a été montrée comme pouvant tout d'abord réduire la symptomatologie douloureuse en rapport avec cette fièvre méditerranéenne familiale, mais aussi prévenir dans un certain nombre de cas la survenue d'une amylose. Des cas de régression de syndrome néphrétique après la mise en route d'un traitement par colchicine ont aussi été décrits chez des patients porteurs d'une amylose AA. D'autres traitements pour le moment non commercialisés sont en cours d'étude pour essayer de bloquer la formation de fibrilles amyloïdes au cours de l'amylose AA. Enfin, toujours sur le plan thérapeutique, une piste pourrait être aussi l'administration d'anticorps anti-composants SAP qui a la particularité d'être un composant commun à toutes les amyloses, quel que soit le type, au cours de l'amylose AL, de l'amylose AA, voire des amyloses héréditaires et qui pourrait éventuellement traiter et bloquer le processus de fibrillogénèse, quel que soit le type d'amylose. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, d'études commencées chez les patients, mais des données expérimentales issues de modèles murins chez la souris qui développe des amyloses suggèrent que cette approche thérapeutique pourrait être tout à fait intéressante. Le dernier cadre qui nous intéresse sont les amyloses héréditaires, qui sont nettement plus rares, qui sont liées à des mutations de gènes codant pour un certain nombre de protéines. Et du fait de cette mutation, la protéine va prendre une conformation anormale et va donc avoir des propriétés qui vont favoriser la formation de fibrilles insolubles caractéristiques des protéines amyloïdogènes. Donc, ce qui est important à prendre en considération lorsque vous prenez en charge un patient qui va avoir un diagnostic d'amylose avec un rouge Congo négatif, pour le néphrologue, les deux principales étiologies sont l'amylose AL et l'amylose AA, mais dans certains cas, il est important de penser à ces amyloses héréditaires. De la même façon, le diagnostic n'est pas toujours évident. Je vous ai dit tout à l'heure que la coloration au rouge Congo permettait de mettre en évidence la présence de dépôts amyloïdes, mais parfois, typer ces dépôts s'avère beaucoup plus difficile. Dans les cas difficiles, nous avons dorénavant en 2020 accès à d'autres techniques. Tout d'abord, la biologie moléculaire qui va permettre de rechercher une éventuelle mutation d'un certain nombre de gènes qui sont connus pour être associés à des amyloses héréditaires, que ce soit la transthyrétine, le fibrinogène, la gelzoline, les apolipoprotéines, le lysozyme, par exemple. D'autres techniques qui ne sont pas développées dans tous les centres hospitaliers universitaires peuvent s'avérer utiles dans les typages difficiles, notamment des techniques de microscopie électronique couplées à de l'immunoor qui permettent de façon plus sensible de détecter des chaînes légères qui auraient pu ne pas être détectées par l'étude en immunofluorescence sur la biopsie rénale. Et enfin, dans les cas extrêmes, lorsque vous avez un patient qui présente des dépôts amyloïdes rouge Congo positifs pour lesquels vous n'avez pas pu typer l'amylose, dorénavant, nous pouvons adresser des prélèvements pour des études en spectrométrie de masse associées à une étude en protéomique. Cette étude en fait consiste à micro-disséquer à l'aide d'un laser les structures, donc pour ce qui nous intéresse, par exemple les glomérules rénaux, et d'adresser ces prélèvements. Et grâce à des techniques de spectrométrie de masse couplées à la protéomique, nous allons pouvoir identifier un certain nombre de précurseurs protéiques dont certains vont signer l'existence en excès d'une protéine amyloïdogène déjà connue. Donc effectivement, à l'heure actuelle, les différents spécialistes, que ce soit les cardiologues, les néphrologues, les hématologues, dans les cas difficiles, doivent faire appel à ces différentes techniques. Le risque chez un patient qui présente une amylose rénale, que ce soit une amylose AA, AL ou héréditaire, qui, je tiens tout de même à souligner, sont directement beaucoup moins fréquemment associés à la survenue d'une insuffisance rénale et d'une protéinurie et qui évoluent plus rarement, mais pas de manière anecdotique, puisqu'il y a quand même des cas d'insuffisance rénale décrits dans le cadre de ces amyloses héréditaires. Une fois qu'on a mis en route le traitement, malgré ces traitements, un certain nombre de patients peut évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale qui va nécessiter une technique d'épuration extra-rénale, à savoir l'hémodialyse et éventuellement la transplantation rénale. Dans le cadre de l'amylose AL, il est important de noter que pendant de nombreuses années, compte tenu du pronostic très sombre et du manque de traitement avec des chimiothérapies peu efficaces dans le cadre de l'amylose AL, les patients porteurs d'une amylose AL avec une atteinte rénale, du fait de l'atteinte cardiaque souvent associée, étaient d'emblée mis en contre-indication pour une transplantation rénale du fait d'un pronostic très sombre.
Les nouveaux traitements ont complètement changé ce dogme et cette prise en charge, puisque dorénavant, un patient qui présente une amylose AL, qui pourrait, malgré les traitements parfois efficaces, évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale, parce que, par exemple, il a été pris en charge relativement tardivement, ne sont plus du tout contre-indiqués et peuvent être inscrits sur une liste d'attente de transplantation et, bien entendu, dans l'attente, peuvent être hémodialysés. Des études récentes suggèrent que l'administration d'une chimiothérapie avant et parfois après pour bloquer la synthèse de ces protéines immunoglobulinémiques en excès peut être nécessaire après la transplantation rénale. Il est important de noter qu'un certain nombre de transplantations combinées, rénales et cardiaques, peuvent être aussi réalisées dans le même temps à partir de donneurs cadavériques dans les cas extrêmes chez des patients présentant une amylose cardiaque sévère avec une insuffisance rénale sévère, mais qui présentent un début de réponse au traitement. Dans le cadre de l'amylose AA, l'atteinte cardiaque est nettement moins fréquente et chez ces patients qui évoluent vers l'insuffisance rénale chronique terminale vont eux aussi avoir recours à des séances d'épuration extra-rénale via l'hémodialyse. Plusieurs études ont montré que chez les patients porteurs d'une amylose, que ce soit une amylose AL ou une amylose AA en hémodialyse, c'est-à-dire en situation de défaillance rénale terminale, la survie de ces patients était relativement moins bonne. Pour ce qui est de la transplantation rénale, il y a peu d'études qui ont été effectuées dans le domaine de l'amylose AA. Nous avions eu l'occasion, il y a quelques années, de publier un article sur les amyloses AA françaises qui avaient bénéficié d'une transplantation rénale. Et nous avions montré dans ce travail que les patients greffés pour une amylose AA avaient une survie des greffons censurés pour les décès qui était équivalente à la population générale, mais que la survie des patients greffés pour une amylose AA était tout de même légèrement moins bonne que le groupe contrôle à parier pour l'âge, le sexe et la date de la transplantation. Au total, l'atteinte rénale est donc relativement fréquente au cours de l'évolution d'une amylose. La prise en charge globale d'une amylose nécessite une prise en charge minutieuse, multidisciplinaire. Et nous avons la chance ici, à l'hôpital Henri Mondor, d'avoir les différentes compétences et les différentes spécialités pouvant prendre en charge ces différentes amyloses, quelle que soit l'origine, de la prise en charge initiale, diagnostique, jusqu'à la prise en charge thérapeutique, puisque effectivement, du fait de la multidisciplinarité du laboratoire d'hématologie, de l'équipe d'hématologie, l'équipe de cardiologie, la neurologie, la néphrologie permettent effectivement au cours de réunions multidisciplinaires de discuter des cas de ces patients dont la prise en charge est parfois compliquée et multifactorielle et qui nécessite bien entendu une discussion collégiale pour poser les indications de diagnostic, de traitement et de prise en charge globale.